Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve encore une fois pour une lecture qui va durer jusqu'aux toutes premières lueurs du jour grâce à Voyage au bout de la nuit. Alors on va poursuivre la lecture. Il s'agit de La Petite Roque. La Petite Roque, c'est une nouvelle de Maupassant, Guy de son petit prénom. Et c'est également le nom du bouquin qui comporte plusieurs nouvelles. Parmi elles, Madame Paris, Sauvé, Mademoiselle Perle, L'Ermite et j'en passe et des meilleurs. Et au moment de notre lecture, nous sommes toujours dans l'histoire principale, donc La Petite Roque. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça pourrait être un fait divers, ça pourrait même faire écho avec des choses qu'on entend aujourd'hui dans l'actualité. C'est une petite fille qui est retrouvée au bord d'une rivière, morte. Elle a été violée, puis étranglée. Et au moment de notre enquête, eh bien, les gendarmes et monsieur le maire sont toujours à la recherche de ses habits, d'indices potentiels et de témoignages pour savoir ce qu'il s'est passé. On va poursuivre la lecture. Si vous avez manqué le début, eh bien, vous pouvez, vous le savez, revoir en replay la lecture précédente. Sinon, eh bien, je viens de vous faire le résumé. Et pour terminer, comme d'habitude, vous le savez, je vous parle du petit hashtag. Hashtag VBN pour Voyage au bout de la nuit. Ce hashtag, ça vous sert, il vous sert à naviguer dans les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, puisque l'émission est présente et vous pouvez, vous le savez, partager les lectures, puisque l'émission existe grâce à vous. C'est bien de la faire vivre aussi ailleurs que sur grand écran. Alors, je continue tout de suite. Je suis vraiment au tout début de la lecture, donc si vous avez manqué, c'est pas grave, vous allez suivre sans problème. Allez, très bon voyage à vous. Le médecin, à son tour, donna des explications que Renardet écrivait au crayon sur son agenda. Toutes les constatations furent faites, enregistrées et commentées sans amener aucune découverte. Principe aussi était revenu sans avoir trouvé trace des vêtements. Cette disparition surprenait tout le monde, personne ne pouvant l'expliquer que par un vol. Et comme ces guenilles ne valaient pas 20 sous, ce vol même était inadmissible. Le juge d'instruction, le maire, le capitaine et le docteur s'étaient mis eux-mêmes à chercher deux par deux, écartant les moindres branches le long de l'eau. Renardet disait au juge: « Comment se fait-il que ce misérable ait caché ou emporté les hardes et ait laissé aussi le corps en plein air, en pleine vue ?» L'autre, sournois et perspicace, répondit: « Une ruse, peut-être. Ce crime a été commis ou par une brute ou par un madré coquin. Dans tous les cas, nous arriverons bien à le découvrir. » Un roulement de voiture leur fit tourner la tête. C'était le substitut, le médecin et le greffier du tribunal qui arrivaient à leur tour. On recommença les recherches tout en causant avec animation. Renardet dit tout à coup: « Savez-vous que je vous garde à déjeuner ?» Tout le monde accepta avec des sourires, et le juge d'instruction, trouvant qu'on était assez occupé pour ce jour-là, de La Petite Roque, se tourna vers le maire. « Je peux faire porter chez vous le corps, n'est-ce pas? Vous avez bien une chambre pour me le garder jusqu'à ce soir. » L'autre se troubla, balbutiant « Non, enfin oui, non. À vrai dire, j'aime mieux qu'il n'entre pas chez moi, à cause de mes domestiques qui parlent déjà de revenants dans ma tour, dans la tour du renard. Vous savez, je ne pourrais pas en garder un seul. Non, je préfère pas l'avoir chez moi. » Bon, le magistrat se mit à sourire. « Bon, je vais le faire emporter tout de suite à Rouy pour l'examen légal. » Et se tournant vers le substitut: « Je peux me servir de votre voiture, n'est-ce pas? »« Ah oui, parfaitement. » Tout le monde revint vers le cadavre. La Roque, maintenant assise à côté de sa fille, lui tenait la main, et elle regardait devant elle, un œil vague et hébété. Les deux médecins essayèrent de l'amener pour qu'elle ne vît pas enlever la petite, mais elle comprit tout de suite ce qu'on allait faire, et se jetant sur son corps, elle le saisit à plein bras. Couchée dessus, elle criait: « Vous ne l'aurez pas? C'est à moi, à cette heure, on me l'a tuée. Je veux la garder, vous l'aurez pas. » Tous les hommes troublés et indécis restaient debout autour d'elle. Renardet se mit à genoux pour lui parler. « Écoutez, la Roque, il le faut pour savoir celui qui l'a tué. Sans ça, on ne saura pas. Il faut bien qu'on le cherche pour le punir. On vous la rendra quand on l'aura trouvé, je vous le promets. » Cette raison ébranla la femme,
et une haine s'éveillant dans son regard affolé. « Alors, on le prendra ?» s'écria-t-elle. « Oui, je vous le promets. » Elle se releva, décidée à laisser faire ses gens. Mais le capitaine, ayant murmuré « C'est surprenant qu'on ne retrouve pas ses vêtements », une idée nouvelle qu'elle n'avait pas encore eue entra brusquement dans sa tête. Et elle demanda « Où que sont mes hardes? Ces hardes, c'est à mes, je les veux. Où qu'on les a mises ?» On lui expliqua comment elles demeuraient introuvables. Alors elle les réclama avec une obstination désespérée, pleurant et gémissant. « C'est à mes, je les veux. Où qu'elles sont, je les veux. » Plus on tentait de la calmer, plus elle sanglotait, s'obstinait. Elle ne demandait plus le corps, elle voulait les vêtements de sa fille, autant peut-être par inconsciente, cupidité de misérable pour qui une pièce d'argent représente une fortune, que par tendresse maternelle. Et quand le petit corps roulé en découverture qu'on était allé chercher chez Renardet disparut dans la voiture, la vieille, debout sous les arbres, soutenue par le maire et le capitaine, criait « J'ai plus rien, plus rien, plus rien au monde, plus rien. Pas seulement son petit bonnet, j'ai plus rien. Pas seulement son petit bonnet. » Le curé venait d'arriver. Un tout jeune prêtre, déjà gras. Il se chargea d'amener la roque, et ils s'en allèrent ensemble vers le village. La douleur de la mère s'atténuait sous la parole sacrée de l'ecclésiastique, qui lui promettait 1000 compensations. Mais elle répétait sans cesse « Si j'avais seulement son petit bonnet », s'obstinant à cette idée qui dominait à présent toutes les autres. Renardet cria de loin « Vous déjeunez avec nous, monsieur l'abbé ? Dans 1 heure. » Le prêtre tourna la tête et répondit « Volontiers, monsieur le maire, je serai chez vous à midi. » Et tout le monde se dirigea vers la maison dont on apercevait à travers les branches la façade grise et la grande tour plantée au bord de la brindille. Le repas dura longtemps. On parlait du crime. Tout le monde se trouvait du même avis. Il avait été accompli par quelques rôdeurs, passant par là au hasard, pendant que la petite prenait un bain. Puis les magistrats retournèrent à Rouy, en annonçant qu'ils reviendraient le lendemain de bonne heure. Le médecin et le curé rentrèrent chez eux, tandis que Renardet, après une longue promenade par les prairies, s'en revint sous la futaie, où se promena jusqu'à la nuit, à pas lents, les mains derrière le dos. Il se coucha de fort bonne heure, et il dormait, encore le lendemain, quand le juge d'instruction pénétra dans sa chambre. Il se frottait les mains, il avait l'air content. Il dit « Ah, vous dormez encore ? Eh bien, mon cher, nous avons du nouveau ce matin. » Le maire s'était assis sur son lit. « Quoi donc ? Oh, quelque chose de singulier. Vous vous rappelez bien, comme la mère réclamait. Réclamait hier en souvenir de sa fille, son petit bonnet surtout. Eh bien, en ouvrant sa porte ce matin, elle a trouvé sur le seuil les 2 petits sabots de l'enfant. Cela prouve que le crime a été commis par quelqu'un du pays, par quelqu'un qui a eu pitié d'elle. Voilà en outre le facteur Médéric qui m'apporte le dé, le couteau et l'étui à aiguille de la morte. Donc l'homme, en emportant les vêtements pour les cacher, a laissé tomber les objets contenus dans la poche. Pour moi, j'attache surtout de l'importance au fait des sabots qui indiquent une certaine culture morale et une faculté d'attendrissement chez l'assassin. Nous allons donc, si vous le voulez bien, passer en revue l'ensemble des principaux habitants de votre pays. Le maire s'était levé. Il sonna afin qu'on lui apportât de l'eau chaude pour sa barbe. Il disait « Volontiers, mais ce sera assez long, et nous pouvons commencer tout de suite. » Monsieur Putoin s'était assis à cheval sur une chaise, continuant ainsi, même dans les appartements, sa manie d'équitation. Renardet, à présent, se couvrait le menton de mousse blanche et se regardant dans la glace, puis il aiguisa son rasoir sur le cuir et il reprit. « Le principal habitant de Carvelin s'appelle Joseph Renardet, maire, riche propriétaire, homme bourru qui bat les gardes et les cochers. » Le juge d'instruction se mit à rire. « Cela suffit, hein. Passons au suivant. Le second en importance est monsieur Pelledan, adjoint, éleveur de bœufs, également riche propriétaire, paysan madré, très sournois, très retors en toute question d'argent, mais incapable, à mon avis, d'avoir commis un tel forfait. Monsieur Putoin dit « Passons. » Alors, tout en se rasant et se levant, Renardet continua l'inspection morale de tous les habitants de Carvelin. Après 2 heures de discussion, leur soupçon s'était arrêté sur 3 individus, assez suspects. Un braconnier, nommé Cavale, un pêcheur de truites et d'écrevisses nommé Paquet, et un piqueur de bœufs nommé Clovis. Les recherches durèrent tout l'été. On ne découvrit pas le criminel.
Ceux qu'on soupçonna et qu'on arrêta prouvèrent facilement leur innocence et le parquet dut renoncer à la poursuite du coupable. Mais cet assassinat semblait avoir ému le pays entier d'une façon singulière. Il était resté aux âmes des habitants une inquiétude, une vague peur, une sensation d'effroi mystérieux, venue non seulement de l'impossibilité de découvrir aucune trace, mais aussi et surtout de cette étrange trouvaille des sabots devant la porte de la roque le lendemain. La certitude que le meurtrier avait assisté aux constatations, qu'il vivait encore dans le village sans doute, hantait les esprits, les obsédait, paraissait planer sur le pays comme une incessante menace. La futaie, d'ailleurs, était devenue un endroit redouté, évité, qu'on croyait hanté. Autrefois, les habitants venaient s'y promener chaque dimanche dans l'après-midi. Ils s'asseyaient sur la mousse, au pied des grands arbres énormes, ou bien s'en allaient le long de l'eau en guettant les truites qui filaient sous les herbes. Les garçons jouaient aux boules, aux quilles, le bouchon à la balle, en certaines places où ils avaient découvert, aplani et battu le sol. Et les filles par rang de 4 ou 5 se promenaient en se tenant par le bras, piaillées de leur voix criarde des romances qui grattaient l'oreille, dont les notes fausses troublaient l'air tranquille et agaçaient les nerfs des dents, ainsi que des gouttes de vinaigre. Maintenant, personne n'allait plus sous la voûte épaisse et haute, comme si on se fût attendu à y trouver toujours quelques cadavres couchés. L'automne vint, les feuilles tombèrent. Elles tombaient jour et nuit, descendaient en tournoyant, rondes et légères, le long des grands arbres, et on commençait à voir le ciel à travers les branches. Quelquefois, quand un coup de vent passait sur les cimes, la pluie lente et continue s'épaississait brusquement, devenait une averse vaguement bruissante qui couvrait la mousse d'un épais tapis jaune, criant un peu sous les pas. Et le murmure presque insaisissable, le murmure flottant, incessant, doux et triste de cette chute, semblait une plainte, et ses feuilles tombant toujours semblaient des larmes, de grandes larmes versées par les grands arbres tristes qui pleuraient jour et nuit sur la fin de l'année, sur la fin des aurores tièdes et des doux crépuscules, sur la fin des brises chaudes et des clairs soleils, et aussi peut-être sur le crime qu'ils avaient vu commettre sous leur ombre, sur l'enfant violé et tué à leurs pieds. Ils pleuraient dans le silence du bois désert et vide, du bois abandonné et redouté, où devait errer seule l'âme, la petite âme de la petite morte. La brindille, grossie par les orages, coulait plus vite, jaune et colère entre ces berges sèches, entre deux haies de sol maigre et nu. Et voilà que Renardet, tout à coup, revint se promener sous la futaie. Chaque jour, à la nuit tombante, il sortait de sa maison, descendait à pas lents sur son perron et s'en allait sous les arbres d'un air songeur, les mains dans ses poches. Il marchait longtemps sur la mousse humide et molle, tandis qu'une légion de corbeaux, accourus de tous les voisinages pour coucher sous les grandes cimes, se déroulait à travers l'espace, à la façon d'un immense voile de deuil flottant au vent, en poussant des clameurs violentes et sinistres. Quelquefois, il se posait, criblant de taches noires, les branches emmêlées sur le ciel rouge, sur le ciel sanglant des crépuscules d'automne. Puis tout à coup, il repartait en croassant, affreusement, et en déployant de nouveau au-dessus du bois le long feston sombre de leur vol. Ils s'abattaient enfin sur les fêtes les plus hautes, et cessaient peu à peu leur rumeur, tandis que la nuit grandissante mêlait leurs plumes noires au noir de l'espace. Renardet errait encore à pied, au pied des arbres, lentement. Puis quand les ténèbres opaques ne lui permettaient plus de marcher, il rentrait, tombé comme une masse dans son fauteuil, devant la cheminée claire, en tendant au foyer ses pieds humides, qui fumaient longtemps contre la flamme. Or, un matin, une grande nouvelle courut dans le pays. Le maire faisait abattre sa futaie. 20 bûcherons travaillaient déjà. Ils avaient commencé par le coin le plus proche de la maison, et ils allaient vite en présence du maire. D'abord, les ébrancheurs grimpaient le long du tronc. Liés à lui par un collier de cordes, ils l'enlacent d'abord de leurs bras, puis levant une jambe, ils le frappent fortement d'un coup de pointe d'acier fixé à leur semelle. La pointe entre dans le bois. Il reste enfoncé, et l'homme s'élève au-dessus sur une marche pour frapper de l'autre pied, avec l'autre pointe sur laquelle il se soutiendra de nouveau en recommençant avec la première. Et à chaque montée, il porte plus haut le collier de cordes qu'il attache à l'arbre. Sur ses reins, pend et brille la hachette d'acier. Il grimpe toujours doucement comme une bête parasite, attaquant un géant qui monte lourdement le long de l'immense colonne.
l'embrassant et l'éperonant pour aller le décapiter. Dès qu'il arrive aux premières branches, il s'arrête, détache de son flanc la serpe aiguë et il frappe. Il frappe avec lenteur, avec méthode, en taillant le membre tout près du tronc. Et soudain, la branche craque, fléchit, s'incline, s'arrache et s'abat, en frôlant dans sa chute les arbres voisins. Puis elle s'écrase sur le sol avec un grand bruit de bois brisé, et toutes ses menues branchettes palpitent longtemps. Le sol se couvrait de débris, et d'autres hommes, taillés à leur tour, liés en fagots et empilés en tas, tandis que les arbres restés encore debout semblaient des poteaux démesurés, des pieux gigantesques, amputés et rasés par l'acier tranchant des serpes. Et quand l'ébrancheur avait fini sa besogne, il laissait au sommet du fût droit et mince le collier de cordes qu'il y avait porté. Il redescendait ensuite à coups d'éperon le long du tronc découronné que les bûcherons alors attaquaient par la base en frappant un grand coup qui retentissait dans tout le reste de la futaie. Quand la blessure du pied semblait assez profonde, quelques hommes tiraient en poussant un cri cadencé sur la corde fixée au sommet. Et l'immense mât soudain craquait et tombait sur le sol avec le bruit sourd et la secousse d'un coup de canon lointain. Et le bois diminuait, chaque jour, perdant ses arbres abattus comme une armée perd ses soldats. Renardet ne s'en allait plus. Il restait là du matin au soir, contemplant immobile, et les mains derrière le dos, la mort lente de sa futaie. Quand un arbre était tombé, il posait le pied dessus, ainsi que sur un cadavre. Puis il levait les yeux sur le suivant, avec une sorte d'impatience secrète et calme, comme s'il eût attendu, espérer quelque chose à la fin de ce massacre. Cependant, on approchait du lieu où la petite roque avait été trouvée. On y parvint enfin, un soir, à l'heure du crépuscule. Comme il faisait sombre, le ciel étant couvert, les bûcherons voulurent arrêter leur travail, remettant au lendemain la chute d'un hêtre énorme. Mais le maître s'y opposa et exigea qu'à l'heure même, on ébranchât et abattît ce colosse qui avait ombragé le crime. Quand l'ébrancheur l'eut mis à nu, eut terminé sa toilette de condamné, et quand les bûcherons en eurent sapé la base, 5 hommes commencèrent à tirer sur la corde attachée au faîte. L'arbre résista. Son tronc puissant, bien qu'entaillé jusqu'au milieu, était rigide comme du fer. Les ouvriers, tous ensemble, avec une sorte de saut régulier, tendaient la corde en se couchant jusqu'à terre, et ils poussaient un cri de gorge essoufflé qui montrait et réglait leurs efforts. 2 bûcherons, debout contre le géant, demeuraient la hache au poing, pareils à 2 bourreaux, prêts à frapper encore, et Renardet, immobile, la main sur l'écorce, attendait la chute avec une émotion inquiète et nerveuse. Un des hommes lui dit « Vous êtes trop près, monsieur le maire. Quand il tombera, ça pourrait vous blesser. » Il ne répondit pas, ne recula point. Il semblait prêt à saisir lui-même à plein bras le hêtre pour le terrasser comme un lutteur. Ce fut tout à coup dans le pied de la haute colonne de bois un déchirement qui sembla courir jusqu'au sommet, avec une secousse douloureuse, et elle s'inclina un peu, prête à tomber, mais résistant encore. Les hommes, excités, roidirent leurs bras, donnèrent un effort plus grand, et comme l'arbre brisé croulait, soudain Renardet fit un pas en avant, puis s'arrêta, les épaules soulevées pour recevoir le choc irrésistible, le choc mortel qui l'écraserait sur le sol. Mais le hêtre, ayant un peu dévié, lui frôla seulement les reins, le rejetant sur la face à 5 mètres de là. Les ouvriers s'élancèrent pour le relever. Il s'était déjà soulevé lui-même sur les genoux, étourdi, les yeux égarés et passant la main sur son front, comme s'il se réveillait d'un accès de folie. Quand il se remit sur ses pieds, les hommes surpris l'interrogèrent, ne comprenant point ce qu'il avait fait. Il répondit en balbutiant qu'il avait eu un moment d'égarement, ou plutôt une seconde de retour à l'enfance, qu'il s'était imaginé avoir le temps de passer sous l'arbre comme les gamins passent en courant devant les voitures au trot, qu'il avait joué au danger, que depuis 8 jours, il sentait cette envie grandir en lui. Chaque fois qu'un arbre craquait pour tomber, si on pourrait passer dessous, sans être touché. Et on va faire une petite pause avant de continuer tout à l'heure la suite de La Petite Roque. Alors, on se retrouve très vite sur Voyage au bout de la nuit. À tout de suite pour une nouvelle lecture. Ciao!